très vite, mais quand je dis très vite, c'est genre en même pas une semaine, je crois, je suis passé de 100 000 à 200 000. Et notamment, une journée, j'ai un screenshot, j'ai fait plus que 50 000 $ en une ride de métro. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Aujourd'hui, on s'intéresse à la crypto. Je regarde Julien en particulier aujourd'hui parce que ça va être le centre de l'épisode. Il va nous raconter un petit peu une anecdote ou un événement qui s'est passé Je vais vous là-dedans. raconter une histoire. Vous savez que Julien est très impliqué dans le domaine des crypto-monnaies. Il a d'ailleurs lancé une chaîne YouTube où il fait de façon hebdomadaire un petit récap de l'actualité crypto ou une analyse des bougies de différentes cryptos, on va dire, qu'on vous laisse en description d'ailleurs. Aujourd'hui, Julien, je voulais que tu nous racontes quelque chose qui s'est passé. C'était pas loin après qu'on ait commencé le podcast, non ? Ah, c'était après le podcast ? 1 an et demi. Ouais. On avait déjà commencé le podcast. Un an. Alors c'est en 2022. C'était quand j'étais dans l'ancien C'est appartement. quand il y a eu le début du bear market. Donc c'est février. 400 et quelques jours, quoi. Ouais, Okay. Février 2022. T'as compté le nombre de gens ? Ben oui, je le mets dans la vidéo numéro 3. c'est vrai. C'est ça. Ouais. Donc, Alors, partage-nous Julien, ton histoire. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vais m'allonger sur le canapé. Il faut que tu commences En par... PLS. Vous pouvez m'apporter une bière, je vais relaxer. Il était une fois. Oh my god. Raconte-nous tout ton Parce que ça histoire. se résume très vite. Ton histoire J'ai avec... perdu beaucoup d'argent. Où je peux vous raconter Ça, c'est la phrase accroche. Julien a perdu énormément des d'argent. petits virages, quoi. Maintenant, l'histoire. Ça commence comment ? Quel est ton rapport avec la crypto-monnaie ? Comment tu as commencé et comment tu en es arrivé à ce jour-là où tu as quand même perdu un bon paquet d'argent ? Ouais. Alors, tout ce qu'on dit dans cet épisode n'est pas un conseil à l'investissement. Clairement pas. Clairement pas. Non, mais aujourd'hui, je suis capable d'en rigoler. Puis c'est une histoire que je raconte beaucoup plus facilement que quand ça m'est arrivé. Ouais. Parce que je me dis, si ça peut servir de leçon et permettre à d'autres personnes de ne pas faire la même erreur, bah, c'est tant mieux en fait. Je pense qu'on devrait tous partager nos erreurs. Puis on apprend toujours plus quand on fait des conneries en fait. Puis c'est aussi pour montrer qu'on peut se relever de ça et avancer. Ouais, faut rebondir, exact. Bah ouais, en fait, moi j'ai commencé la crypto en 2000, je sais plus si je l'avais déjà dit dans un épisode, mais j'avais commencé en 2019, même fin 2018. Donc j'ai connu l'Ethereum à 100 et quelques dollars, le Bitcoin à 3000. Donc j'ai commencé à acheter tranquillement, mais je connaissais fuck all. C'est mon petit frère qui m'a dit ah ça c'est bien, faut que tu achètes et tout. Je m'étais créé un petit compte sur Bitstamp, puis là de temps en temps je mettais un petit billet, mais j'avais pas vraiment beaucoup de thunes à ce moment-là. Puis c'était plus pour commencer à me mettre dans l'action. Puis c'est vrai que là, je savais que je voulais commencer à investir, mais le côté action, ça me faisait peur à ce moment-là. Je trouvais que c'était c'était très aride en fait pour moi d'investir sur la finance traditionnelle. Et la crypto, il y avait un côté gamifié que je trouvais sympathique. Puis, tu sais, j'étais même pas rendu à penser... tu sais, souvent, les gens pensent à la grande volatilité des marchés, que tu peux faire beaucoup d'argent. Moi, honnêtement, j'étais même pas là-dessus parce que donc il y avait eu tout un bear market. Moi, j'arrivais vraiment à la fin du bear market, mais sans le savoir. Et moi, j'avais plus vu... Si je regardais les graphiques, je voyais que oui, c'était parti en couille dans le passé. Mais là, globalement, c'était un marché qui s'était pété la gueule, quoi. Il y avait eu des moins 95% et tout. Et c'était pas dit que ça reparte non plus. Donc moi j'étais plus voilà, ok, c'est intéressant l'histoire de blockchain, je veux comprendre la technologie, je trouvais ça intéressant et puis ça semblait être plus accessible pour moi au niveau que j'avais. Puis j'avais mon petit frère qui faisait office de mentor, donc c'était cool. Fait que là j'ai commencé à investir tranquillou. Après j'ai pris un emploi, c'est là où j'ai travaillé chez Apple. Donc j'ai commencé à investir. Alors, c'est pas vrai parce que là, j'ai sauté une année. Il y a une année où je m'étais mis en trading à temps plein. Donc là, j'avais commencé, moi, direct. Je me suis dit, allez, je deviens trader. Attends, tu découvres donc les cryptos fin 2018 et tu dis, allez hop, une année de trading, quoi. Ouais, parce que mon petit frère, il m'avait chauffé sur les forex et tout. Donc, tu sais, je sais que t'en as fait, Abdel aussi. Fait que j'avais commencé à faire du trading. Mais moi, tu sais, je peux être très intense quand je me mets sur un truc. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé je m'étais donné 2-3 mois. J'ai bouffé comme un fou des livres, des vidéos, bien comprendre comment faire. Et j'ai dit, bah vas-y, si je ne l'essayais pas, je ne le saurais jamais. Donc, je me suis lancé avec un capital de, je crois que c'était 3000 à l'époque, 3000 €. Et j'avais commencé à trader. Et bah voilà, tu commences, tu fais tes premiers gains, tes premières pertes, puis tu apprends à te découvrir un peu comme investisseur. Et là, tu commences à faire tes premières conneries, à prendre... Et mon petit frère, vu qu'il avait 2 ans d'avance sur moi, il y a plein de trucs qu'il avait fait, qu'il essayait de me guider, tu vois.
Mais en même temps, il était encore rendu à un stade où il faisait des conneries. Et on en parlait, tu vois, souvent. Même des fois, c'est drôle parce qu'après, ça s'est répété dans l'histoire, mais des fois, on n'en parlait pas, mais on sentait. Tu vois, c'était comme, ah, là, François, il y a un truc que tu me dis pas. Dis-moi, c'est quoi qui se passe? Ou même lui, il me disait, là, Julien, je sens dans ton attitude, t'as fait de la merde, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi et tout. Et en fait, t'as honte quand tu fais des conneries comme ça. Le premier réflexe, c'est pas d'en parler. Le premier réflexe, c'est tu te renfermes sur toi et t'analyses ton truc et tu peux être dans la peur, tu peux avoir des symptômes physiques, tu vois, tu vas trembler, t'es pas bien, t'as des grosses transpirations. Après, tu vois, ta mère, j'étais avec mes parents, tu vois, fait que j'étais retourné en France. Donc je vivais chez mes parents, puis ta mère, elle t'appelle pour manger, tu t'assois à table, tu manges, puis les gens, ils sont en mode, ils vivent leur soirée normale, tu vois, et toi, t'es pas bien parce que t'as perdu de la thune, t'as perdu des sommes, moi, j'étais pas habitué. En fait, tu vois, j'étais habitué. Et là, on parle du jour de l'événement ou non, c'est au début avant, ça okay. Je te mets en situation. Ça, c'est les premières expériences. Les premières expériences. Et quand tu dis que tu perdais des sommes et tout, c'était de quel ordre? Je perdais à ce moment-là, mais c'était beaucoup pour moi. Je pouvais perdre, je sais pas si certaines journées, je perdais 80 €. 100 €. Ah oui, ouais. Ok, c'était beaucoup pour toi. Pour moi, à ce moment-là, c'était beaucoup. D'accord. Parce que je revenais de bon, j'avais pas beaucoup d'argent sur mon compte, honnêtement. Donc, si je suis retourné chez mes parents, c'est que c'était un peu la misère quand même. J'avais mon capital. Puis un 82, comme je m'investissais beaucoup là-dessus, quand tu as passé une journée, tu as passé 8 heures devant les graphiques, tu as fait des bons coups, des mauvais coups, et tu finis ta journée. Donc, je loguais ça dans un tableau Excel. Puis, tu vois que ta semaine, ça commence à cumuler. Et puis là, tu as moins 300, moins 400 € sur ta semaine. En fait, dans ta tête, déjà, tu dis merde, je travaille pour perdre de l'argent. Toi, cette notion au temps et à l'argent qui est vite foquée en fait quand tu investis. C'est beaucoup pour quand tu débutes et que tu as investi 3000, tu vois. 400 par semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup, exactement. Fait genre une chute de 10%, t'imagines, c'est énorme. Fait que c'est parti comme ça. Et la crypto, en fait, je l'ai approché plus comme un investisseur à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ça qui a été... parce que j'ai fait aussi des bonnes choses. Hein. Si j'ai perdu de l'argent, ça veut dire aussi que je l'ai gagné. Et puis, je vais essayer de tirer les leçons. Puis, ça peut profiter à nos auditeurs, tant mieux. Mais ce que j'ai bien fait sur la crypto, c'est que je n'avais pas une approche trading, j'avais une approche investissement. Donc, vraiment, j'ai commencé juste à acheter des cryptos, à faire mes bagues, comme on dit. Là, donc après, il y a eu Apple. Donc là, j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent. Donc là, j'investissais plus lourdement. En plus, j'étais toujours chez mes parents, donc j'avais presque pas de dépenses. C'était quasiment 80-90% de mon salaire qui partait dans la crypto. Et ensuite, il y a eu mars 2020. Donc là, boum, drop de tout. Ouais. Là, j'ai fait mes premières erreurs. C'est-à-dire que le marché a baissé très vite. Là, ça m'avait pas dissuadé d'investir, mais j'ai voulu jouer le malin et à me dire attends, est-ce que ça va descendre plus? Je me rappelle, j'ai même eu un client au magasin qui m'avait dit les marchés baissiers, c'est toujours beaucoup plus long qu'on pense et tout. Donc, tu sais, dans ma tête, je me dis ok, on va avoir des bottoms encore pires. Et en fait, ça a été vraiment un V, donc ça a descendu, ça a remonté direct. Quand les gens ils ont compris qu'en fait, les gouvernements avaient imprimé en tabarnak, ils ont dit vas-y, c'est bon, on n'a plus rien à perdre. On y va. Et pour moi, la pandémie, et c'est ce que beaucoup ont pensé tout de suite, ils ont dit mais c'est la merde. En fait, là, on s'en va dans un truc qui est horrible. Et en fait, aujourd'hui, on paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ma projection, j'étais 3 ans d'avance, tu vois. Comme souvent, en fait, des fois, t'es trop tôt quand tu commences à shorter le marché ou à prévoir des mouvements comme ça se fait jamais du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps, des mouvements macroéconomiques comme ça. Bref, ça a beaucoup baissé d'un coup. J'avais perdu l'équivalent, je pense, de 5 000 € d'un coup. Donc là, ça commençait à être pas mal. Et finalement, je suis rentré parce que j'ai compris que le marché il était parti trop haut. Mais quand j'y repense, c'est dommage parce que j'avais beaucoup plus. Tu sais, j'avais acheté le Cardano, je me rappelle, il était à 0,07, je crois. Si je te dis pas de conneries. Donc c'était tellement bas là. Mais donc ça a été une de mes erreurs, c'est de pas au contraire racheter plus, mais de vendre, de flipper et finalement de racheter plus haut. Parce que j'ai pris de ma perte, en fait, littéralement. Dès que tu vends et que tu rachètes plus haut, tu as pris ta perte. Voilà. Après, là, les marchés ont commencé à se rétablir et tout. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un ami à Montréal. Je restais en contact avec mes amis de Montréal. Puis il y en avait un qui avait écrit un truc sur « Ah, les gars, qu'est-ce que vous achetez comme action en ce moment? Le marché, c'est intéressant. » Fait que là, il parlait Zoom, tu vois, les gens, ils vont faire des discussions, des trucs comme ça. Et moi, j'avais mis un commentaire comme ça. Je dis, je pense qu'il y a des trucs à faire sur la crypto, mais tu vois, je suis le petit naïf qui arrive. Et lui, il est anti-crypto, en fait. Je ne sais pas s'il a changé d'avis depuis, mais il est anti-crypto. Et en fait, le gars, il faut savoir que c'est un ingé. Il a monté une boîte. Il va peut-être se reconnaître du coup s'il écoute l'épisode. Mais il a fait beaucoup de thunes et c'est quelqu'un que, pour moi, il est beaucoup plus intelligent que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gars que je respecte énormément. Et quand lui dit, non, la crypto, c'est de la merde.
En fait, d'un coup, je me suis mis à flipper. J'ai dit merde, mais en fait, je suis rentré dans une pyramide de Ponzi, dans un scam. Là, mon petit frère, il m'y est encore avec ça parce que tu vois, il disait bah non, mais arrête de changer d'avis tout le temps. C'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Mais je me mettais à flipper et en même temps, je pense que c'est constructif d'avoir un peu une vision comme ça, des fois, de pas juste être tout le temps dans le rose, mais d'être vraiment critique en fait sur ce qu'on pense. Comme là, tu vois, tu me challenges tantôt. On va faire un épisode sur comment sécuriser ses cryptos. J'aime bien moi ces discours-là parce que je veux pas juste me dire ok, s'il y a un truc que j'ai pas compris, je veux comprendre et je veux avoir tous les aspects du problème dans la mesure du possible. Mais fort heureusement, j'avais une voix intérieure qui me disait non, il se passe quelque chose. De toute manière, même sur la psychologie, je sentais qu'il y avait quelque chose et je me suis dit même si j'achète de la merde, les gens sont prêts à acheter cette merde et on y va. Bon, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas de la merde, mais à cette époque-là, j'ai même pris quasiment ce pari-là. Et puis après, on est parti sur un bull run de malade mental. J'ai continué à mettre de l'argent et ça a monté. Ça a monté. Tu parles de quand, ça? Fin 2020, là là, donc, je suis retourné au Canada début 2021. C'était il y a 1 an et demi, du coup. C'est là que t'es à ce niveau-là. Non, mais c'est peut-être 2022. Alors, ouais, c'est ça, ça fait 1 an et demi. Donc, début 2021, j'arrive au Canada. Je suis en touriste. J'ai pas de résidence permanente, j'ai pas de PVT, j'ai pas de job, j'ai que dalle. Pendant 6 mois, je brûle le peu d'économies que j'ai parce que il faut que je paye mon loyer. Il faut que je mange et j'ai pas d'argent, j'ai pas le droit de travailler. Donc, je refaisais un peu de trading, des trucs comme ça, même si j'avais quand même lâché le trading. J'investis ce que je peux. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer au Canada. Parce qu'en fait, pour avoir mon visa touristique, j'ai demandé un visa de 6 mois et ils font jamais ça. Et le gars, il m'a dit, mais c'est quoi ton argent en fait? T'as-tu besoin? Et moi, j'avais tout mis en crypto. Donc, j'avais rien sur mon compte. Donc en fait, j'ai montré mon application, je crois que j'étais sur Binance ou un truc comme ça, et je lui ai montré mon PNL, tu vois. Ouais. À la ZAP, j'ai dit, tiens, regarde, c'est sur mon compte, mais faut lui montrer vite, ça bouge tellement. Mais attends, ton chiffre, il a bougé, tu vois. Et il a dit, ok, t'es correct. Et il a pas compris. S'il savait que c'était de la crypto, il a jamais compris. Jamais je serais rentré. Juste ça, c'est un épisode. Attends, mec. mais ton anecdote, c'est ouf. T'es rentré au Canada en justifiant tes fonds, en montrant Binance. De la crypto, ouais. Mais j'avais mis affiché pas en Bitcoin, mais en dollars. Donc lui, il a vu un chiffre dollar. Ouais. Oh là là. Fait que là, je pense que t'aurais même montré le Bitcoin, il aurait rien capté le mec. Là, il y a les Condés qui vont débarquer chez moi. Ce matin, je suis résident permanent. Je reste au pays. Fait que je suis rentré comme ça à la ZUB. Et du coup après, j'ai commencé à bosser à Gosselin. Là, j'ai continué d'investir. Et là, on était dans les combien à peu près? Ouais, ok. c'est ça. Je me rappelle qu'à l'été de cette année-là, 2021, j'étais monté à 30 000. Ok. D'investissement ou de gain? 30 000 mon portfolio crypto. Ok. J'étais à 30 000 $ américains. Donc, je ne sais pas comment c'est en canadien, peut-être 40 000 ou un truc comme ça. 65 000. Combien? 65 000. Avec le taux actuel, ouais. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'en ai parlé à un pote, à André. Et André, il avait fait un peu d'investissement, il avait accompagné des gens et tout. Et il me dit, Julien, là, tu commences à avoir un peu d'argent. Moi, je serais toi. Je sortirais. Je prendrais des gains, je sortirais. Le conseil. Moi, je commence à être chaud. Je dis non, t'inquiète, c'est bon, ça marche bien mon affaire. Je me rends assez vite à 50 000. Donc là, je me rends à 50 000. Et là, j'en parle à l'oncle de ma blonde, qui est quelqu'un qui a très très bien réussi sa carrière, qui a un bon patrimoine et qui du coup, il est habitué, il fait gérer son argent par un investisseur, pas un conseiller financier, mais tu sais, du haut level, quoi. Donc là, je parle de la crypto. Lui, il est quand même ouvert à ça, même si dans sa tête, c'est un scam. C'est une personne qui est plus âgée, donc on peut comprendre aussi, tu vois, c'est une autre mentalité. Mais en gros, il me dit, Julien, 50 000, ça commence à être pas mal. Peut-être que tu devrais retirer. Tu as eu un coup de chance. Sors, puis investis dans des actions, fais un truc propre. Ouais, mais 50 000, quand tu fais le calcul, tu retires ça, tu payes les impôts là-dessus. Exactement. Et dans ma tête, c'était ça, en fait, que je me disais. C'est que je me disais, moi, je veux de la fuck you money. Ouais, mais t'avais mis combien? Parce que là, t'avais atteint 50 000 avec les plus-values, la montée. En gros, en cumulé, je ne sais pas exactement à ce moment-là combien j'avais mis parce que j'ai toujours continué d'investir après en DCA. Mais en gros, sur tout l'exercice, tout ce que je raconte là, j'ai investi 20 000 à peu près. Okay. Ou 10 000, 10 ou 20 000, je ne sais même plus les chiffres. Honnêtement, ça me fait quasiment pas le joli perf. En euros aussi, en dollars US, genre l'équivalent de. Ouais, mettons en dollars US. Sur les 50 000, mettons que j'avais fait un x3, x4, genre. Ok, quand même. Mettons. Puis là, quand tu commençais à faire des mouvements,
Moi, j'étais aussi à côté de toi. C'était des pas tout de gros suite, ça. mouvements. Non, pas tout de mais je veux suite, dire, c'est arrivé après ça. non, mais quand tu jouais quand même avec l'argent, Ouais, ça commence je veux dire, c'est des belles lignes, journalier, t'avais quand même des beaux bumps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est à la fin de ta journée, tu prenais 2-3 000 facile, sans là, problème. Mon téléphone, il est en train de filmer, mais j'ai fait des screenshots, en fait, et ça permet de revivre un peu le truc. Mais oui, là, je pouvais commencer à faire des journées où je pouvais faire des fois plusieurs milliers de dollars. Ouais, je pouvais faire un 2000, 3000 $, le lendemain, je perds 1000. C'est fou. Donc, c'était des chiffres comme ça. Donc là, c'est vrai, quand tu ramènes à ton salaire mensuel, tu dis, OK, là ça commence à être un peu intense. J'étais rendu là, en fait. J'étais passé d'un ton salaire journalier, puis là, je regardais plus des salaires mensuels, en fait, en PNL. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais une barrière ou un montant psychologique? Non. Moi, en fait, je voulais de la fuck you money. En fait, pour ceux qui ne savent pas d'où je viens, je suis pas né dans la pauvreté, mais je suis né dans une famille modeste. Et en fait, pour moi, je me disais, c'est ma chance de sortir, en fait, de flipper le jeu et de vraiment me... Tu sais, je pensais pas faire crypto all-in, même si j'ai l'air un peu comme ça, très maximaliste crypto. En vrai, je suis ouvert aux autres types d'investissements. C'est juste que dans ma tête, je me disais, c'est avec ça que je peux, parce que il faut savoir prendre des risques à certains moments. Et je reste convaincu que c'est une bonne stratégie de prendre des risques mesurés à certains moments. Et les règles du game sont pas forcément pipées comme c'est le cas pour des investissements classiques. Potentiellement, il y a d'autres problématiques, mais effectivement, tu as raison. Il y a quasiment, j'avais l'impression d'avoir plus de possibilités. Mais au début de l'histoire, tu parlais de ton frère. Vous avez commencé un peu tous les deux. Enfin, tu as suivi un peu ton frère. Lui continue, il est au taquet. Non, mais à ce moment-là, au moment où toi, tu es rendu à 50 000, est-ce que vous comparez un petit peu votre évolution? Est-ce qu'il te conseille lui aussi de sortir un petit peu tes gains ou pas du tout? Oui, en fait, tu le sais, Flo, avec mes frères, avec mes deux frères, on fait des masterminds. Donc, surtout à cette époque-là, on était très, très assidus. Tous les lundis, on se réunissait et on parlait et on se donnait justement les projets du moment. Qu'est-ce que vous avez détecté, vous, les gars, machin. C'est comme ça qu'on a vu Omi, c'est comme ça qu'on a vu plein de projets. Et mon grand frère aussi, il investissait. Donc, on était vraiment, les trois, on était dans le truc à fond. Mon petit frère avait un plus gros capital parce qu'il avait eu un salaire très payant avant, donc il avait pu investir quand même des sommes plus importantes que les miennes. Et lui, il avait fait aussi pas mal de conneries par le passé, donc il avait appris de ses erreurs. Et lui, c'était son deuxième bull run, parce qu'il avait fait le bull run de 2017. Donc il est arrivé à la fin du bull run, donc il s'était pété les dents, il avait acheté du XRP quand il était super haut et tout. Et en fait, lui, il avait une autre vision. Moi, j'avais connu que le bull run. J'avais pas connu de bear market. Je pense que j'ai dit bull run avant. Je voulais dire bear market. Oui. Il est arrivé dans la fin du bear market. Donc, dans ma tête, ça pouvait juste tout le temps monter. Puis en plus, entre-temps, la crypto, c'est un petit monde. Là, maintenant, ça devient quasiment mainstream. Mais à cette époque-là, quand tu parles crypto, t'as des fois des gars, ils te regardent comme ça. Et puis après, ils viennent te voir et puis ils te disent « Ah, t'as investi tout ça en crypto et tout ». Et j'avais rencontré un gars qui avait acheté des Ethereum. Il en avait un bac de 3-4 000 Ethereum. Et à ce moment-là, quand l'Ethereum, il monte au début, c'était à 400 balles. Je me rappelle, il a beaucoup stabilisé. Combien tu disais d'Ethereum? Et il en avait genre 3 ou 4 000. Ok. Ah ouais. Là, il était à 400 balles. Je te rappelle que le truc est monté à 4000 et quelques. Donc voilà, on parle de assez vite millionnaire et tout. Et moi, dans ma tête, c'est des chiffres qui me font vriller parce que je pars de ma réalité et je suis comme putain, millionnaire, c'est possible en fait. Et je commence à voir des gens nobody. Tu vois, dans ma tête, pour être millionnaire, il fallait que tu sois une famille de riches, que tu aies un job, ou que tu sois fucking un génie et tu bosses dans une grosse boîte, ou un carriériste de malade mental. Et là, dans ma tête, c'est comme, OK, monsieur, madame, tout le monde, si tu fais tes bons moves, tu peux faire la différence sur ce bull run-là. Donc moi, j'ai commencé vraiment à monter dans ce truc-là et ça marchait. Donc, j'avais pas de raison, entre guillemets, de changer ma stratégie. Donc là, j'ai continué à investir. J'ai répondu à ta question. Ça vaut la peine de faire une petite pause puis dire qu'encore une fois, c'est pas un conseil financier et que... Absolument. C'est une histoire, t'es pas encore rendu à la fin de l'histoire. C'est une histoire. Non, ça finit mal. La question c'était sur ton frère, est-ce que vous vous aidiez par rapport à ça? Est-ce qu'il t'avait conseillé de sortir? Lui, il m'encourageait vraiment à prendre des profits. Et lui, là, je pense que c'est une bonne chose qu'il a fait. Il s'était fait un tableau et il s'était dit à telle somme, je me fais tel kiff. Okay. Donc, mettons, je dis n'importe quoi, je sais plus ce que c'était, mais je me paye un bon resto avec ma blonde, je me paye un voyage, je me paye une voiture, je me paye un truc comme ça, tu vois. Une Lambo, non pas une. Mais tu profites de l'écosystème. Mais donc ça veut dire que toi, tu ne l'as pas écouté? Non, parce que comme moi, j'avais un capital qui était plus petit, je ne sais pas si c'était un côté compétition avec lui, peut-être, mais je pense que c'était le côté, je me disais, moi, je ne peux pas me permettre ce genre de luxe de me faire kiffer. Je ne peux pas kiffer, il faut que je réinvestisse tout le temps pour avoir l'effet cumulé à fond. Dans ma tête, je pensais à plus tard, je me disais quand j'aurai 10 millions, parce que dans ma tête, je me projetais à 10 millions, je me disais,
là, on va commencer à kiffer. Puis j'avais vu une vidéo d'un gars, justement, qui était devenu... il avait une centaine de millions en crypto. C'est un gars, apparemment, qui investit très tôt dans le Bitcoin. Et en plus, il jouait avec l'effet de levier avec un capital de bâtard. Et en gros, le gars, dans l'interview, il avait dit à partir de combien tu as commencé à kiffer. Il dit à partir de 10 millions. À partir de 10 millions, t'es bien. Tu peux commencer vraiment à bien kiffer, quoi. 1 million, tu vois, ça peut vite partir en couille si tu as un trop gros lifestyle. Non, entre le 1 et le 10, il y a quand même de la marge. Ouais, non, c'est ça. Mais en crypto, 1 x 10, c'est fait rapidement. Donc dans ma tête, tu vois, je me disais, c'est bon, 10 millions, let's go. Et en plus, il y a des problèmes après de liquidité. Ça, c'est l'histoire que tu disais tantôt, là, quand je faisais bouger le marché. Ça, je vais y arriver. Fait que là, donc moi, j'ai pas pris mes profits. Et ça, si je peux te donner tout de suite un des enseignements que j'ai tiré de ça, c'est ce côté-là de sortir l'argent dans la vie réelle, même si ça déclenche des impôts, parce qu'il y a ce côté-là aussi que je voulais pas payer d'impôts. En fait, tu veux le payer, mais à la fin et pas pour rien entre-temps, parce que tu nuis à l'effet cumulé. Le sortir, en fait, le rend réel. Ça fait que tout ce qui est en train de se passer là, dans ta tête, et même si tu as tout perdu après, bah, tu auras quand même eu ça. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, au final, moi, ça a juste tout effacé. La seule chose que j'ai gardée, c'est l'expérience, raconter une belle histoire comme ça. Et des screenshots sur ton téléphone. Des screenshots sur mon téléphone. Et puis, un mindset qui a changé parce que j'ai joué avec ces chiffres-là au moins une fois. Donc, je me dis, c'est comme quand tu fais du moche, tu vois. Tu te dis, OK, il y a une porte là qui est ouverte et elle est là. Tu la vois pas en temps normal, mais tu sais qu'elle est là, la salle, tu vois. Tu peux rentrer quand tu veux. Mais en fait, le fait de... C'est tactile. Donc, ça te fait un peu réaliser que... Ouais. C'est pas juste un jeu. C'est plus... Comme tu vois, ça, j'avais fait l'exercice après, quand j'avais eu un peu d'argent comptant, de garder, tu vois. De pas, mettons, juste même, tu sais, quand j'ai vendu plein de trucs, à un moment donné, j'avais comme un 2-3 000. Bah, au lieu de le mettre tout de suite à la banque, j'ai fait exprès de le garder en billet de 20 en plus, tu vois, ça fait un gros stack. Parce que là, tu comptes tes billets comme ça, comme Picsou, genre, tu nages dedans, non, c'est pas vrai. Mais c'est le côté que tu vois et tu dis, OK, c'est beaucoup d'argent. Mais là, c'est 3 000. Imagine 200 000. C'était combien de billets de 20, ça ? Alors, est-ce que 200 000, tu as réussi à les atteindre ? Alors, donc là, je suis rendu à je sais plus combien, 70, 80 000. Là, je commence à bien monter. D'ailleurs, j'avais fait des moves parce qu'il y avait des airdrops aussi. Donc là, je commençais à faire le show. C'est-à-dire que j'investissais all-in sur des projets au moment du snapshot. Donc en fait, c'est qu'il y a un jour où ils regardent combien tu as de crypto et derrière, ça te fait un airdrop. Donc moi, j'essaie de jouer là-dessus aussi. Et pour le fun, derrière, on était au magasin. Puis dans le backstore, il y a un ordi. Puis moi, j'avais toujours un TradingView qui était ouvert. Et je dis, viens voir Thomas, on va rigoler et tout, je vais faire bouger le marché. Et en fait, j'étais rendu à 80 000 à peu près, dans mes souvenirs. Et je vais sur une crypto où il y a peu de liquidité. Sur le Bitcoin, je ne le ferai pas bouger, mais c'était un petit projet. Et je dis, vas-y, regarde, en fait, quand tu achètes ou que tu vends au marché, tu peux faire un ordre limite ou un ordre au marché. Si tu fais un ordre limite, en fait, tu donnes un prix et ça va s'exécuter seulement à ce prix-là. Donc, si ça ne se fait pas one shot, le prix va bouger. S'il revient, hop, tu dépenses, etc. Et en fait, c'est plus intelligent de faire ça. Quand tu as peu d'argent, on s'en fout parce que ça ne fait pas de différence, tu vas être exécuté tout de suite. Mais quand tu as 80 000, je me suis rendu compte, OK, en crypto, 80 000, si tu es all-in sur un projet, ça commence à être pas mal. Et là, en fait, j'ai perdu de l'argent, hein, mais c'est con. Hein. Mais quand je faisais 2-3 000 des fois par jour. Donc, dans ta tête, tu perds un 500 pour rigoler. Tu t'en bats les couilles, tu vois. J'étais rendu là, dans ma tête, j'avais vrillé. Donc là, je fais un achat au marché. Donc, j'avale le carnet d'ordre. Et tu vois la bougie. Elle a bougé. Et c'était sur quel projet ? Elle bouge. Je sais plus c'était quoi, mais je pourrais le retrouver. Et en fait, t'as mis le 80 000 au complet ? All-in, j'ai acheté au marché. Sur un projet. Le prix a fait toum, il a sauté. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça serait drôle de retrouver. Ça veut dire que si vous regardez les bougies, vous pouvez voir cette action-là. Donc tout est transparent. Dans la blockchain, tout est transparent. On pourrait la retrouver. Mais même visuellement, il y a un gap sur le 1 minute. À cause de moi, ce jour-là. Mais c'est une signature que j'ai laissée, tu vois. Une œuvre d'art. C'est drôle, tu avais un plan, une vision, et à l'intérieur de ce timeline-là, tu t'es permis des coups kamikazes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est des gros coups de gambling que je faisais, des gros coups. Puis après ça, c'est là qu'il y a eu le Doge est parti en couille. J'y arrive au Chili's parce que c'est un projet spécial pour moi. Le Doge, il y a eu le Doge millionnaire là, qui avait fait en 69 jours. D'ailleurs, c'est ça la blague. Il était devenu millionnaire parce qu'il avait fait all-in sur le Doge. Il y a eu le Shiba Inu, c'est parti en couille aussi. Il y a un gars, il avait plus qu'1 milliard, mais il n'avait pas ses codes, il l'avait perdu. Mais tu l'avais prévu des histoires de fou. Ou l'effet de groupe, le fait que Thomas était avec toi et... De quoi ça ? En fait, le fait que tu aies mis 80 000, c'était un coût qui était calculé. Ou Thomas était à côté de toi, tu te dis, regarde, juste pour le fun, c'était pour un airdrop. Je voulais vraiment rentrer sur le projet. Donc, j'allais faire l'exécution, mais j'aurais pas fait un ordre au marché, j'aurais fait un ordre truc. Mais dans ma tête, je perdais un petit peu je voulais juste voir. Ok.
Je voulais juste voir ce que ça faisait. Mais t'as vu, le mindset a déjà changé. Tu perdais 200 euros avant, tu disais, t'étais pas bien, tu transpirais, machin, pour 200 euros ou 100 euros là, dans ta journée, 80 euros. Puis là, tu dis, je bouge 80 000 euros ou 80 000 $. C'est pas grave si je perds un peu, tu vois. Déjà, t'as changé ton truc, tu vois. Puis j'avais peut-être perdu, je sais pas, 1000, j'en sais rien, ou 500 dans la transaction, peut-être l'équivalent, tu vois, mais comme ça, en une fraction de seconde. Et c'est toutes les micro-transactions que tu fais à l'intérieur d'un cycle. Le fait que tu montes et que tu descends, tu te dis, je peux me permettre d'avoir un... C'est pas grave, je vais le rattraper. Il y a toujours cette idée de ça va reprendre, ça va reprendre. Parce que en fait, c'est un gain qui est latent. C'est un gain qui est latent. Donc en fait, il y a ce côté non palpable et derrière, tu as l'impression que tu peux le récupérer. Tu vois, c'est comme tes commissions. En fait, tu payes des commissions à chaque fois. Mais dans ta tête, c'est effacé parce que tu dis je paye 0,1%, plus sur la crypto, c'est rien. Derrière, je fais un 2% presque tout de suite. Tu penses pas, tu vois. Puis tu as le côté arrogant aussi qui dit, tu sais quoi. Il y a le côté égo là, qui a commencé à embarquer, je pense. Mais tranquille, tu vois, j'étais pas en mode flex ou quoi que ce soit. Je restais sur mon shit, je faisais mes trucs. Mais tu commences à prendre la confiance, je dirais plus comme ça. Et là, est arrivé, c'était le jour d'Halloween, je me rappelle, le 30 ou le 31 octobre, merci. 2021 du coup. Je m'en allais manger chez mon beau-frère. Et j'étais au taf et tout, on parlait avec Thomas. Et là, il y a le Chili's, graphiquement, parce que mine de rien, je continue de me former. Donc en analyse technique, je commence à être pas mal solide. Et là, je sais pas, il y a un truc, il y a des volumes anormaux, il y a une cassure qui est en train de se préparer. Et je dis, tu sais quoi, je sens que le Chili's va bouger. Et là, je fais all-in sur le Chili's. Et à ce moment-là, au début, mon portfolio, ça je l'ai pas dit, j'étais très diversifié. Parce que je voulais tout acheter. Il y avait un côté collection, fait que moi j'avais peut-être 20, 25 cryptos au début. Et plus le bull run avançait, et plus je concentrais mon portfolio, parce que je commençais à avoir des trucs qui explosaient. Mettons, à un moment donné, il y a le métaverse qui commence à partir, ou les trucs de gaming, je vois que Mana est bien parti, je vois que Sand est bien parti, et là je vois qu'il y a Gala qui est chaud. Et Gala, il n'est pas encore parti. Et ben moi je faisais des paris comme ça, je disais ok, les deux autres ils ont monté, lui il va monter. Bam, je parie sur Gala. Et boum, il faisait un 30% le lendemain. Hop, je cash out, je repars sur un autre projet. Et je faisais du trading. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à un certain stade, vous avez arrêté de communiquer avec ton frère. Et que vous avez suivi des trajectoires différentes sur... toi, tu faisais all-in et peut-être que lui, il était sur un portefeuille plus diversifié. Alors, vous n'avez pas communiqué à ce moment-là ? Moi, je pense qu'inconsciemment, c'est intéressant que tu me dises ça parce que je l'ai pas, c'est pas un souvenir que j'ai gardé que genre volontairement je communiquais moins ou qu'on n'a pas eu la chance de le faire, mais peut-être plus maintenant je le réalise inconsciemment, je devais sentir que je faisais de la merde et que si je lui avais dit ça il m'aurait mis 2 claques, il serait venu à Montréal pour me mettre une claque. Donc je pense que j'ai commencé à garder ça pour moi plus et donc bref là j'ai fait all-in sur Chili's. T'es parti rogue en fait. Je suis parti rogue, c'est ça le rogue trader, et là on est en train de bouffer et tout, tu vois là où je disais là chez mon beau-frère. Et je sors mon téléphone et je regarde. Le Chili's, elle a fait genre un 30-40%, je sais pas trop. Et là, je suis à 100 000. Dans une soirée ? 100 000. En fait, entre le moment où je suis parti, donc en une heure ou deux, j'avais fait genre un 20 000 ou un 30 000. Et parce que quand je dis 80, ça redescendait, 70, machin, ça remontait. Mais en gros, d'un coup, j'avais fait l'équivalent de 30 000. Et je regarde mon PNL, là, puis je suis à 100 000. Puis c'est la première fois de ma vie que je vois 6 chiffres. Screenshot. Et dans ma tête, en plus c'était 100 000, 101 000, tu vois, un truc vraiment presque juste, on vient de le passer. US. Et là, US. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis jamais... Tu sais, quand tu fais du trading et que tu fais des bons coups, t'as un côté euphorisant. Bien sûr. Le côté greedy, là. Mais j'ai jamais de ma vie encore aujourd'hui senti une émotion comme ça. C'était indescriptible. J'avais l'impression que je pouvais tout faire. J'ai l'impression que j'étais 18 ans à nouveau. Le loup de Wall Street, man. Je pouvais faire de la cocaïne. C'est ça, je disais, c'est le côté arrogant, en fait. On se dit, il y a plus de limite, en fait. Ouais. Non, t'es chaud, quoi. T'es chaud et dans ta tête, tu dis, ok, j'ai compris un truc. Dans ta tête, le jeu, il a changé et tes chiffres, ils commencent à pousser. C'est là que je commence à penser à 10 millions. Mais je suis juste à 100 000, on redescend, tu vois. Mais dans ma tête, ok, je suis parti de 10 000, je suis à 100 000, j'ai fait un x10, je refais un x10, je suis à 1 million. Bam, encore x10, bam. Tu vois, mais aujourd'hui, je suis capable de dire c'est non-sens ce que tu es en train de dire. Mais à ce moment-là, ça faisait beaucoup de sens pour moi. Donc là, je suis à 100 000. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et à ce moment-là, je reparle à Thomas. Et là, Thomas... Attends, d'abord, tu reviens au boulot, il se passe 2-3 jours. Et je pense que tu montes à 128, 138. Je sais qu'il y avait quelque chose comme ça. Je remonte un peu. Ben oui, parce qu'après, imagine, si tu fais 10%, tu as 100 000. 10%, c'est en bull market, là, c'est rien. 10%, ça se fait comme ça, toutes les 2 minutes. Tu as 100 000 all-in investis, tu fais un 10 000. Tu étais resté sur le Chili's.
Non, j'étais sorti, okay. J'avais rebougé et tout. Mais tu avais rediversifié ou tu étais repassé all-in sur une autre? Non, j'étais généralement sur 2-3 projets, je tournais. Puis de temps en temps, je concentrais sur une. Et là, Thomas, il me dit, là, par contre, Julien, tu as 100 000, je pense que je retirerai. Mais quand tu dis retirer, ça ne veut pas dire retirer 100%. Non, tu peux retirer 20, 30, 40% si tu veux. C'est ce que j'avais dit. Et continuer de placer ton... Pour moi, il aurait dû retirer. Pour moi, quand je disais ça, c'est retire tes 100 000. Genre, ton truc psychologique, c'est retire tes 100 000, laisse le reste au pire. Juste pour retire tes 100 000. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois. Bah oui. Mais tu vois, j'ai lu un livre que je recommande fortement. On dépasse pas trop, c'est bon là? Non, vas-y. Un livre qui s'appelle Mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre, que je recommande. Et en fait, il en parle à un moment donné, et c'est un livre que j'ai lu peut-être 6-7 fois, et je le relisais il n'y a pas longtemps. Et après tout ce qui m'est arrivé, je le relisais et je comprenais les choses autrement. Il y a un moment donné, il parle de quelque chose comme ça, où il dit, quand tu penses que tu as raison, bah, tu n'as pas envie d'y aller à moitié. Tu es convaincu que tu as raison. Ouais. Donc si tu le fais pour 10 000, tu le fais pour 100 000, ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc dans ma tête, enlever 20 000, c'est où ah ben non, la stratégie, alors elle est plus valable, je sors complètement parce que je me suis trompé, ou j'ai raison, je continue. Et là, je vais faire de la thune sur 100 000, pas sur 50 000. Ouais. Donc j'étais vraiment dans cette approche-là. Et là, c'est parti. Alors je suis redescendu, je me rappelle en dessous, je suis redescendu à 80 000, donc j'avais redescendu en dessous des 6 chiffres. Okay. Et là, c'est là que j'ai dit, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je sors? Qu'est-ce que je fais? Et là, c'était juste une correction du marché. Assez vite, je reviens à 100 000. Et je pense que c'est peut-être là que tu m'as dit, ben là, Julien, t'es retourné à 100 000, cash out. Là, on est quoi, novembre 2021, décembre à peu près? Ouais. En plein hiver. Novembre, ouais, c'est ça. Et là, en fait, très vite, mais quand je dis très vite, c'est genre en même pas une semaine, je crois, je suis passé de 100 000 à 200 000. Et notamment, une journée, j'ai un screenshot, j'ai fait plus que 50 000 $ en une ride de métro. C'est-à-dire que je m'en allais travailler. C'est 35 minutes pour aller au travail, là, à la place des Arts. Là. Et je prends ma position avant de partir, donc je regardais tout le temps les marchés. J'étais comme un drogué, vraiment. Ouais, il était tout le temps dessus. Même, franchement, c'est pas cool. Simon, il m'entend, il va me virer, je te jure. Des fois, entre deux clients, j'avais pas le choix. J'allais aux toilettes, je pissais, je regardais mon truc, je prenais un trade, je prenais un truc, parce que ça va tellement vite et t'as tellement d'argent impliqué qu'en fait, dans ta tête, t'es en train de vendre une carte mémoire où tu fais 3 sous et derrière, t'as un investissement de 100 000 qui est en train de tourner. Tu flippes, tu vois, t'es pas bien. J'étais pas bien en vrai. Même ma blonde, elle me l'a dit après coup. Elle m'a dit, je sentais qu'il se passait quelque chose, j'osais pas t'en parler. Comme quasiment quand t'as un proche qui devient alcoolique et tu sais pas trop, tu dois faire une intervention, tu vois ce que je veux dire. Tu le caches un peu, tu cachais aussi ce que tu disais. Je cachais, bien sûr, je cachais. Là, je sentais que c'était pas, tu vois. Puis t'en parles pas parce que tu veux pas non plus avoir l'air du gars qui flex. Encore une fois, c'était pas ça ma démarche. Moi, c'était juste pour moi, en fait. C'était une fierté du petit bonhomme, tu vois, qui voulait réussir dans la vie. Puis d'un coup, j'avais l'impression que ça devenait palpable. Ça devenait possible pour moi, tu vois. Ouais, tu t'es lancé dedans sans la préparation parce que les gens qui font ça de façon professionnelle, ils sont accompagnés psychologiquement, ils ont des coachs. Non, puis ils ont des règles bien établies. S'ils disent qu'il faut sortir à un certain stade 20%, ils sortent, tu vois. Il n'y a pas de question à se poser. C'est quasiment automatique. Et puis, je pense que les pourcentages ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que si tu fais 10, 20, tu as une bonne année, tu fais un 40% en une année, c'est énorme, tu vois, sur les marchés. Mais tu as le temps de t'habituer. Et en crypto, tu n'as pas le temps de t'habituer. Quand tu fais 50 000 $ en une journée, j'ai déjà fait des 100% en une journée, tu dis là, tu pars ailleurs. Tu as encore un autre level de tout à l'heure, quoi. Tu es encore avec ton mindset d'hier. Mais t'es rendu avec les résultats de demain et t'es tout niqué en fait, tu sais plus où t'es. Et ça, moi, c'est là que j'ai frappé mon plafond de verre, je pense. Et t'as joué le 100 000 de la même façon que t'as joué le 80 € 2 ans avant, tu vois. Ouais. C'était faut y aller, faut pas lâcher, faut se lancer. 100 000, 80, t'étais dans le même état d'esprit. Ton image que t'avais là, je caricature, mais c'était Picsou sur une montagne de soupe et tu te disais c'est là où je vais aller. Ouais. Et c'est faisable et je peux le faire, c'est juste une question de temps. C'était ma vision. Par contre après du coup, c'est ça que je disais, donc la ride de métro t'arrives, donc je regarde mon truc, j'ai fait 50 000 $ et en fait tu réalises que je fais même pas ça dans une année. Donc là j'ai fait mon salaire d'un an en 1 heure. Et tu sais, j'avais rencontré un client qui était à fond sur Helium et lui, il avait fait plein de thunes aussi. C'était rendu le moment du bull run d'ailleurs. Quand j'y pense, je me dis, il y avait beaucoup de signes là. Tu sais, quand tout le monde commence à s'intéresser à la crypto, j'avais des clients qui m'achetaient des caméras, puis disaient, c'est le bull run qui régale. Ça devenait une expression. Donc là, t'es comme, t'investis en crypto, il te sortait sa carte, et là, tu commences à jaser, ouais, j'ai fait 50 000, j'ai fait machin. Et tout le monde commence à se chauffer comme ça. Ouais. Et ça, tu vois, aujourd'hui, je sais que c'est un truc qu'il va falloir que je m'éloigne. S'il y a quelqu'un comme ça qui vient me parler, je te jure, je m'éloigne.
Non, je veux pas. C'est un parce signal que je sais que je suis fragile. C'est un signal qu'il est peut-être temps de prendre des profits. Ouais. Voilà, peut-être. Et de pas le jouer comme tu as fait la première Exactement, fois. Ouais. Exactement. Moi, je verrais plus les gens dans le métro de la même façon maintenant. Quelqu'un sur son téléphone comme ça, stressé, je me dis, bon, bah, le mec, je regarde s'il y a un bull run, quelque chose. Ouais, je te jure. Et du coup, en fait, même, tu vois, moi, j'adore mon travail. Franchement, je pense que c'est l'emploi qui me donne le plus de satisfaction dans tous les emplois que j'occupais dans ma vie. Et à ce moment-là, pour être honnête, je pense que ça devenait un peu insipide. Parce que tu perds. En fait, c'est des chiffres qui sont tellement gros que, en fait, tu te dis, pourquoi je fais ça ? Pour rien, pour 100 balles dans ma journée, je m'en bats les couilles. Je vais rentrer chez moi, je vais profiter de la vie, tu vois. T'as plus envie de bosser. Et bon, aujourd'hui, je le vois différemment, mais en tout cas, à ce moment-là, je commence à penser à des conneries comme ça, tu vois. Et donc, je passe à 200 000. Et là, il y a une action que je me rappelle bien. C'est un pote qui s'était mis à la crypto un peu sur le tard et tout. Et puis bon, il me demandait pas mal de conseils. On s'écrivait, c'est un super bon copain, fait qu'on s'écrivait souvent. Et à un moment donné, il me parle d'une crypto. Il me dit oh, t'as vu cette crypto ? Et j'étais dans la pause lunch. Je sais même pas si je t'ai raconté cette histoire. J'étais dans la salle de pause, en train de bouffer. Là, je reçois son message, je lis. Il me parle d'un projet. Je connais ni Dev ni d'Adam. J'ai jamais entendu parler de ce projet. Je regarde le truc, il a fait genre un 23 ou 30%. Là, je dis putain, c'est quoi ce projet ? Je regarde une bougie bien vénère. Je dis vas-y, je surfe le truc. Et là, j'étais rendu là. Je fais all-in sur un projet. Sans le connaître. Sans le connaître. J'ai jamais regardé, je savais pas c'était qui les gonzes. C'est ton pote, c'est encore ton pote ou Oui. Non, mais lui, il m'a pas dit d'investir. Mais oui. Lui, il m'a pas dit d'investir. Tu dois me dire de t'avoir proposé ça ce jour-là. Non, si je prends mes responsabilités, il en sait rien. Je lui ai jamais dit d'ailleurs. Parce qu'après, t'as le côté aussi, t'as l'air d'un connard. Ouais. C'est ce que je savais que j'étais un immense connard de faire ça. T'es fou d'avoir mis all-in sur ce truc-là, sans connaître. Comme ça. Mais ça devenait. Pourtant, t'avais quand même une certaine expérience. À ce moment-là, je suis rendu ailleurs dans ma tête. L'adrénaline. Je suis rendu ailleurs, je suis dans l'adrénaline. Ouais. Et aussi, ça prend 3 clics, tu te rends pas compte. Bouger des fonds comme ça. Ouais. Bah, 2 secondes. Bam, bam, bam. C'était fait. J'étais en position. Et là, le truc, c'était, je sais pas trop c'est quoi, un projet de merde un peu. Là, ça commence à drop genre bien vénère. Je suis comme, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais là, j'étais investi, j'avais 200 000. Je redescends à genre 150 000. Je perds un 50 000, un truc bien chaud, en très peu de temps, en 1 heure. Là, je suis comme, merde, qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, je commence à un peu débuzzer. Là, je réinvestis et tout. Finalement, je remonte à 200 000. 210 000 et quelques. Donc, c'est là que j'avais vraiment, par rapport à mon départ, j'avais fait mes 200 000 américains. Et je me rappelle, j'ai Will, il travaillait encore là, et il était dans le backstore, et il suivait un peu mon truc, et là je lui dis, j'étais trop content, je dis, oh putain Will, j'ai réussi à remonter à 200 000 et tout. Et des fois j'y repense, je me dis, si je pouvais remonter dans le temps, je reviendrai à ce moment très précis, je sortirais, parce que c'était le haut du marché. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Donc là, ça a redescendu. J'ai descendu, je ne sais plus exactement, mais vous imaginez progressivement, ça s'est fait vraiment par à coup. T'as paniqué à partir de quel... Quand je suis revenu à 100 000. Donc là, j'avais mon 100 000 que j'avais gagné très vite, je l'ai perdu tout aussi vite. Et là, assez vite, je me retrouve à 100 000. Et là, je suis comme... Et en fait, à ce moment-là, ça aurait été un prix très raisonnable de sortir. J'avais quand même fait 100 000. Et là, boum, je descends à 90 000. Boum, je descends à 80 000. Et là, dans mes yeux, je suis comme, oh merde, qu'est-ce qui se passe ? Le marché est en train de se retourner. Et février, c'est ça ? Février 2022 ? Là, on est, je sais plus trop, man, je t'avoue, ouais, janvier, février, un truc comme ça. Là, le marché commence à décrocher et tout. Et en même temps, on n'était pas sur un bull run avec vraiment le dernier pic bien vertical, fait que dans ma tête, le bull run n'était pas fini. Donc c'est pour ça que je continue à trader. Tu sais jamais quand tu es dans un bear market, tu le sais après. Mais sur le coup, tu le sais pas. Tu penses que c'est une correction comme une autre, comme on en a eu. Je l'ai fait, avant. Je suis capable de le refaire. Et puis, Exactement. Fait que là, donc là, j'ai commencé à retrader. Puis je voyais, ça faisait juste descendre. Et là, j'ai fait une connerie que j'avais pas fait jusque-là. Et donc, je suis fier que j'avais pas fait d'ailleurs, parce que tout ce que j'ai fait là, c'était en spot. Ça veut dire que je n'avais jamais utilisé l'effet de levier, parce que c'est la règle numéro 1. Et là, je me dis, OK, j'ai 80 000. Juste, je prends un peu de levier. Je me retrouve à nouveau à 100 000, parce que tu t'habitues vite à faire une performance sur un capital de 100 000, parce que c'est grisant, ça va vite, c'est rapide, c'est satisfaisant. Là, 80 000, c'est un peu moins vite, machin. Je dis, allez, juste, je prends un petit levier de rien, 20%, un truc comme ça. Et je suis à nouveau à 100 000. Tranquille. Je fais un 10%, 20%, hop, et voilà, je suis à 100 000, je sors. Tu commences à négocier avec toi-même et tu perds. Donc là, tu redescends à 70, 60. Là, tu dis merde. Bon, bah attends, juste vas-y, je mets un effet de levier un peu plus. Bam, je descends à 50 000. Là, je me dis, OK, x2, ça ferait 100 000 encore. Et là, je fais ce qu'il faut absolument pas faire, c'est-à-dire que normalement, quand tu investis,
tu dois faire un système qu'on appelle anti-martingale. Donc, je ne sais pas si les gens sont familiers avec cette expression. Le système martingale, c'est tu doubles ta mise tout le temps. Statistiquement, ça paraît intéressant comme système parce que tu te dis au final, je récupère toujours ma perte et je fais un peu de gain. Sauf que si tu as un signe noir, tu perds tout. En fait, c'est que tu remets vraiment tout ton risque. Donc, en fait, la bonne façon d'investir, et ça, c'est quelque chose que j'avais bien fait sans le savoir, c'est un système anti-martingale. Ça veut dire que si tu gagnes, eh ben, nice, parie plus. C'est-à-dire que tu augmentes ton risque au fur et à mesure que tu gagnes. Mais si tu perds, deviens plus défensif. Et du coup, parie moins. Mais là, je faisais l'inverse parce que plus que je perdais, plus que je prenais de risques. Bah déjà, le langage que tu utilises, parier, tu as commencé par gambler. T'as commencé par investir. Et là, je parie à ce moment-là. Et là, tu es dans je suis en train de parier. Tu vois. Donc là, je passe sur l'effet de x2, levier, machin. Là, je descends très vite à 30 000. Et là, c'est là qu'il y a eu... non, ça descend encore. Je te raccourcis le truc là, mais... Bam, 20 000, 10 000. Imaginez, je suis en train de tomber en décrépitude. Je dis rien, mes frères, ils savent rien. Personne ne sait. Dans ma tête, je repars. J'étais à 200 000, je suis à 20 000. Boum, ça descend 15 000. Et là, j'arrive à 10 000, 5 000. En combien de temps? Donc là, en un mois, peut-être, même pas quelques semaines, je ne sais plus trop le temps, il est un peu distordu. C'est long. Mais c'est-à-dire que quasiment à la fin, je me disais, je suis encore au-dessus de ma mise. Ouais. Donc je me disais, je suis encore, au pire, je suis en break-even, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Il y a plein de gens qui ont perdu. Mais peut-être que je peux faire la différence et peut-être que je peux remonter à 100 000. Ça fait mal quand je te raconte ça. Alors, t'étais vraiment un comportement mais vraiment d'une personne addict. Ouais, mais absolument. Vraiment quoi. Absolument, man. Quand je tradais, je me rappelle, j'étais dans le canapé avec ma blonde, je me mettais sur le côté, je me cachais. Mais non. Ça m'a affecté dans toutes les sphères de ma vie, man. T'as éclaté. Je vous passe les détails, mais ça m'a affecté dans tout. C'est super intéressant parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu ça, c'est intéressant de le partager. Et vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, attention, si jamais vous sentez que ces comportements-là peuvent vous arriver un jour. Parce que bon, là, on est dans un bear market, mais si on repart sur un bull run et que vous faites beaucoup de gains, et si vous avez la chance d'être là en train d'écouter ce podcast, repensez à l'histoire de Julien parce que vraiment, c'est à ne pas reproduire pour le coup, tu vois. Enfin, absolument. Et puis même, tu sais quoi, je vais faire un don de moi parce que c'est pour ça que je voulais partager cette histoire. En vrai, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui sent en ce moment les émotions, qui sait exactement de quoi je suis en train de parler, écris-moi en DM, man. Juste, on va s'appeler, on va parler parce que j'aurais aimé quelqu'un fasse ça pour moi. C'est exact, c'est difficile de vivre ça tout seul. C'est super dur. Parce qu'en fait, t'as un peu honte, t'as peur. T'as honte, t'as pas envie de le dire, c'est ça. Puis je pense qu'il y avait cet effet aussi dans ta tête. Tu dis, j'ai tellement aidé de gens dans la crypto et tout. Est-ce que je suis encore fiable aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas dit des conneries? Est-ce que tu te remets en question? T'as raison de le mentionner. C'est vrai que c'est important quand tu commences à donner des conseils. D'une certaine façon, ça engage ta crédibilité. Et donc, du coup, je me sentais piqué au vif, je me sentais imposteur, j'avais l'impression d'avoir trahi des amis, de ne pas raconter les bonnes choses. Fait que dans ma tête, je me disais peut-être si j'y arrive, j'ai prouvé ma valeur et mes conseils, ils étaient pertinents. Donc, tu commences à te raconter plein d'histoires. Et du coup, je me rappelle très bien de ce jour-là. J'étais du coup à 5000. Et il y a un client qui arrive au magasin et tout. Et genre, il achète son truc, je ne sais pas trop ce qu'il achète. Et là, il regarde son téléphone, il fait comme putain, tabarnak. Il dit, et c'est fini, c'est fini pour moi cette merde. Et là, il montre le Luna, mais genre, il suppose que je connais, mais comme de fait, je connaissais. Et il montre le Luna avait fait moins 50%, moins. Et là, c'est quand il y a eu le problème là, sur Luna, sur Terra Luna. Et à ce moment-là, forcément, moi, je regarde mon truc et je fais un dernier pari. Je fais un gros, je sais plus, mais un effet de levier, c'était quoi? J'étais dans ma tête, j'avais tout perdu parce que j'étais passé en dessous de. Quand je suis passé à 5000, j'avais cassé et j'étais en perte. Du coup, j'avais trouvé le fucking moyen d'être en perte en ayant investi au plus bas. Ce qui est ridicule quand tu y penses. Si en fait, j'avais pas utilisé l'effet de levier, j'estime que mon capital, il serait resté probablement autour des 30 000. Ce qui n'aurait pas été déconnant. Même plus, non? Ouais, même peut-être plus. Parce que tu étais à 80 000 quand tu t'es posé la question. Donc ouais, oui, t'as raison, mais on était au début de la baisse. Fait que, mettons, il y aurait une baisse de 50%, allez, 40 000 peut-être, tu vois. J'aurais peut-être eu un capital parce que j'étais investi beaucoup dans les altcoins aussi qui ont fait plus que 50% de baisse. Donc, mettons 30-40 000. Puis aujourd'hui, j'aurais kiffé avoir 30-40 000 pour investir, tu vois. Là, j'ai dû le rebâtir, mon portfolio, à coup de sacrifice. Est-ce qu'avec la crypto, tu as vécu un moment d'euphorie le plus incroyable et aussi le moment de solitude les et deux. Ouais, avec la crypto? Les deux. Et c'est normal, tu as toujours deux faces à une même pièce. Alors, puis je vais essayer de sortir des conclusions après quand même. Comment tu t'es relevé de ça et comment tu t'es dit
je continue, je remets de l'argent dedans, je continue de réinvestir en ayant des bases peut-être plus saines maintenant, en ayant appris. Et pourquoi, à l'inverse, tu t'es pas dit j'arrête tout, c'est pas fait pour moi et je pars sur peut-être des trucs plus, moins volatiles comme des actions ou peut-être même d'autres types d'actifs, tu vois. Je vais répondre à ta question, peut-être juste, je sais pas si ça y répond en partie. Quand le gars il me dit ça, tu vois, moi mon pari, au lieu de dire comme lui, tu vois, j'aurais pu me reconnaître et dire ouais moi aussi j'arrête. Je suis allé prendre un pari et j'ai shorté le marché. Donc là, j'ai commencé à shorter le marché. Ça veut dire que je voulais prendre le marché dans toutes les positions. Je m'en battais les couilles. Sur du Luna Sur le Luna. Et je l'ai shorté. Mais par contre, j'ai shorté le Luna pendant qu'il baissait. Donc j'ai doublé mon capital. Mais là, c'était plus rien. J'ai de 5 000, je suis repassé à 10 000. Mais j'ai quand même fait un 100% en une nuit, genre un truc comme ça. Et c'est à peu près là que j'ai arrêté après. Parce que j'étais comme revenu au break-even, sauf qu'après on a refait le calcul et je me suis rendu compte que j'avais investi plus que 10 000. Parce que vu que je continuais d'investir pendant le bull run, au final, j'ai quand même perdu de l'argent. Mais c'est quasiment un chiffre symbolique parce que j'ai regardé par rapport au... J'étais monté à 210 000 et quelques. Donc comme j'avais commencé à 10 000, c'est vraiment à 200 000 euros. Fait que là, j'ai laissé passer du temps où j'ai arrêté complètement. J'ai dû arrêter même de regarder les bougies, tout. Et j'en ai parlé avec mes frères, en fait. Là, on s'est fait un mastermind. Et François, il l'a senti comme quand on faisait les gros délires, les dingueries en Forex et tout. Il me regarde, il me dit, Julien, je sens qu'il y a un truc que tu m'as pas dit. Et je dis, les gars, j'ai un truc à vous dire. Franchement, j'ai fait de la merde et tout. Quand j'aurais raconté, je te jure, je pense qu'il est enregistré. Il faudrait tout la retrouver. Et là, il me regarde. Et les deux, je les sens tellement dégoûtés pour moi. Puis François, il se sent mal. Il dit, putain, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le sentir, j'aurais dû dire quelque chose. Je dis, non, arrête, François, c'est ma responsabilité. J'ai pris le truc et tout. Et je me sens roulé, quoi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression. Et Christian, je sais qu'il a perdu pas mal de thunes aussi, mais lui, il n'est pas parti en couille, il a gardé ses trucs. François, il a cash out, donc il a pu sortir un super beau portfolio. Et lui, limite, ça a teinté un peu son succès parce qu'il disait, c'est moi qui t'ai mis là. J'aurais aimé qu'on soit ensemble maintenant à kiffer, tu vois, et peut-être investir dans l'immobilier, faire des trucs. Moi, je pouvais plus, j'avais plus de thunes, j'avais plus rien. Donc ça a été chaud. Honnêtement, pendant plusieurs mois, même, je te dirais, j'ai juste comme arrêté. Je savais que c'était pas fini pour moi, mais j'avais vraiment besoin d'une pause. Tu vois. J'avais vraiment besoin de me déconnecter de cet événement-là. D'en parler, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai parlé à ma blonde, je t'en ai parlé un soir. Et... Bah oui, tu nous as surpris, c'était en avril, je pense, 2022. Dehors. On sortait d'un podcast. On sortait d'un podcast, puis là, il nous balance ça. C'était plus tard que ça, parce qu'il faisait chaud quand même, je me rappelle, non? Ah ouais, je sais plus. Mais tu nous as balancé ça, on était comme sur le cul. Je pense pas que personne ne le savait avant, du tout. Là. Ouais. Toi, t'es resté à combien d'un... Si, tu devais savoir un peu quand même. Oui, je savais, moi, que c'est tombé en dessous de 100 000. Mais tu vois, et là, je reprends l'histoire, si vous avez rappelé, André m'avait dit de sortir à 30 000. Et moi, dans ma tête, je me disais, je suis bien fait de pas l'écouter, aujourd'hui, je suis à 50 000. Réal m'a dit de sortir à 50 000. J'ai dit, j'ai bien fait de pas l'écouter, je suis monté à 100 000. Thomas m'a dit de sortir à 100 000. Je me suis dit, j'ai bien fait de pas l'écouter, je suis monté à 200 000. La morale de l'histoire, c'est que j'aurais dû écouter André. Pour la petite histoire. Mais en fait, je pense que après, avec plusieurs mois, et pour répondre à ta question, j'ai vraiment eu le courage à un moment donné de regarder les chiffres. Ce que j'étais pas capable de faire, bien sûr. C'est comme après un gros traumatisme. Tu peux pas te confronter tout de suite à ton agresseur. Tu vois, je pouvais plus regarder le marché, je pouvais plus regarder les chiffres. J'avais peur de les regarder. Et là, j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à regarder les chiffres et à analyser ce qui s'était passé, à dépiler un peu tout le truc, regarder mes trades. Et là, je voyais des trades de la folie, mais j'ai même pas l'impression que c'est moi qui les avais pris. Je disais, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? T'es pas sérieux? Je comprenais pas. À tête reposée, j'étais pas capable de comprendre ce que j'avais fait. Et donc, j'ai vraiment analysé de même. Mon grand frère m'a beaucoup aidé aussi au niveau mindset, psychologique et tout. Il m'a fait comprendre un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc je vous le partage, c'est que en fait, parce que j'étais vraiment dans un axe de condamnation de ce que j'avais fait. Tu vois, je m'en voulais, je me condamnais d'avoir fait ça. Mais il m'a fait réaliser en fait que cette facette de ma personnalité, qui est le parieur, le gambler, celui qui prend des risques, c'est aussi lui qui m'a amené à 200 000. J'aurais jamais pu monter à 200 000 si j'avais pas pris ces paris-là. C'est vrai. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre, c'est que c'était une question d'équilibre. C'est pas de la condamner, c'est une solution. Ouais, mais des balises. De mettre des balises. Des et règles. Puis le Julien qui est très... Et pourtant, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, tangible, je suis quelqu'un de tellement défensif. Genre, j'épargne tout le temps. À chaque fois que je dépense, ça me fait chier. Je me sens mal. Et si j'avais eu cette attitude, donc cette autre personnalité qui m'avait aidé là-dedans,
putain, j'aurais sorti, mais au meilleur moment. Ouais, t'étais en euphorie, puis c'était quelque chose que tu connaissais pas, et je pense que n'importe qui aurait fait la même erreur. Ça manquait de balises et de règles par palier. Tu sais, tu t'assois et tu te dis, ok, juste pour le fun. Pour ce palier-là, voici ce que je fais. Ce palier-là, une règle écrite, et puis tu te dis, cette règle-là, je l'ai écrite quand j'étais bien dans ma tête, à tête reposée, bien réfléchi. En ce moment-là, je suis pas dans la meilleure situation de prendre une décision. Je sors mon agenda et je dis, qu'est-ce que le Julien genre posé aurait fait, et puis ça, c'est la première effectivement, c'est la première règle que je me suis faite, c'est d'établir une stratégie avant la guerre, avant la bataille. Quand tu es dans la bataille, c'est plus le temps. Tu peux t'aviser, tu peux revoir ta stratégie, mais il faut que tu l'aies quand même faite avant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est exactement ce que tu dis, c'est que j'avais pas de stratégie de sortie. En fait, quand vous regardez, vous investissez, toutes les formations qu'on vous vend, tous les livres dont on vous parle, j'en connais très peu, c'est moins que 5% qui vous parlent de stratégie de sortie. Tout le monde vous parle de stratégie d'entrée. Et même au niveau psychologique, en fait, c'est assez normal, c'est que l'humain, il aime bien avoir un contrôle sur ce qu'il fait. Et dans la sortie, on n'a pas de contrôle, parce que ça dépend du marché. Alors que dans l'entrée, j'ai un contrôle. C'est moi qui décide quand je rentre. Et c'est pour ça que tout le monde capote sur les entrées. Et je suis devenu très bon, je pense, sur les entrées, mais c'est le moins important. Parce qu'en vérité, j'aurais pu rentrer 3 fois trop tard. Et si j'avais été malin sur ma stratégie de sortie, j'avais eu des stop-loss, des niveaux d'invalidation où je me disais stop, j'arrête, et de respecter mes règles, de ne pas faire du levier, d'aller dans un sens seulement, donc de ne pas commencer à shorter, parce que si tu commences à shorter, wow, là, tu es en train de devenir parieur fou. Si j'avais respecté ça, je serais quand même sorti avec un très beau capital. Mais tu sais, moi, je les diviserais en 3, genre une stratégie de cash-out, de diversification, parce que tu te dis, ok, bah, j'ai de la thune, je peux peut-être aller chercher d'autres projets. Donc, le capital qui te manquait lorsque tu perdais le 80 balles puis ça te faisait du mal, tu l'as maintenant. Tu es devenu un investisseur, tu as un capital. C'est ce Julien-là que tu voulais il y a 2 ans. Tu avais le capital. Et l'autre, c'est comment je kiffe ma vie là-dedans. Ne serait-ce que sortir un billet, tu l'as dit tout à l'heure, ça serait ridicule. Je sors un billet de 100 et je vais me faire plaisir. Un truc anodin. Au moins, j'ai converti quelque chose qui est fictif, ou pas fictif, mais qui devant un écran, vers quelque chose de réel dans la vie. C'est ça que ça peut apporter. Ça va peut-être te booster, mais ça définitivement. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui. Non, mais tu as raison de le dire. Absolument, c'est un conseil que je veux donner aux gens. Donc moi, sur les leçons que j'ai tirées, ça, c'est sûr, de sortir tes gains, de diversifier, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans les derniers épisodes, j'ai 16-17 cryptos maintenant. J'en avais 15, mais là, j'en ai repris quelques autres. Je pense arriver à peu près à 20 cryptos. De ne pas prendre... Alors là, là, c'est le côté gambler qui vous le dit, mais c'est quand même une leçon que j'ai appris. C'est de ne pas prendre vos gains trop vite. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis monté à 200 000, mais au début, j'étais vachement défensif. Ça veut dire que dès que je faisais x2, je sortais la moitié. Donc je récupérais. Ça, je te dis, au début, je faisais bien les choses. Donc je sortais la moitié. C'était risque free. Derrière, je réinvestissais dans autre chose et tout. Mais en même temps, aujourd'hui, je dirais attention, ne le fais pas en début de bull run. C'est con. Fais-le à partir d'un certain moment. Parce que du coup, je me suis privé, mais j'aurais pas eu 200 000. De savoir, mais tu sais pas jusqu'où va aller le boulot. Ben oui, c'est ça. Tu peux savoir quand même. Alors en crypto, c'est sûr que. Non, mais il suffit qu'il y ait une grosse annonce, une grosse correction. Et bien sûr. C'est possible. Mais tu as des cycles quand même. Tu sais que si tu es en début de bull run, on est 2 mois que le bull run a commencé. Tu sais que ça dure un peu plus que 2 mois. N'importe quel marché aussi, ça dure plus que 2 mois. Donc, mais ça peut être un palier où tu commences par enlever 10%. Si voilà, monte, je pense que ça c'est intéressant. Tu fais graduellement. En fait. Un truc linéaire. Tu vas pas retirer 70% au début du bull run à la rigueur. Tu vois. Ouais. Commencer avec des 10%, mais tu as raison de cash out tout le long, en fait, de faire du DCA out. Ouais, c'est ça. Comme là, je fais du DCA in. Donc là, c'est vraiment moi ce que j'encourage, c'est de rentrer tranquillement. Donc là, chaque fois que j'ai mon salaire, bam, je mets une partie dedans. J'investis sur les projets que je trouve intéressants. Je suis en train vraiment de me bâtir un bag. Et voilà. Et puis dans ma tête, je me dis, on repart sur un truc. Là, on est en bear market, transition, bull market. T'es prêt pour. Et là, je suis prêt. Et même, j'ai le côté un peu, tu vois, le boxeur, tu vois, qui s'est fait battre. Et là, je reviens et je double down, je triple down, je quadruple down parce que là, je rentre, là, j'ai à peu près 50 000 par rapport à là où j'ai commencé. Donc, je me dis, si je refais une perf à x10, x20, là, je vais commencer à avoir un chiffre intéressant. Mais en plus, aujourd'hui, j'ai mon approche. J'ai mes leçons que j'ai appris, que j'ai tirées. T'as une stratégie, J'ai tiré cette expérience d'une stratégie, des plans de sortie, et ça, on pourra en parler. Et puis, je vais partager sur ma chaîne. Quand on sera dans le bull run ou même. Absolument, je vous en parlerai. Ah là là, ça va être quelque chose. Ça va être intéressant. Voilà. En tout cas, merci Julien pour avoir partagé tout ça dans cet épisode. Avec plaisir. On rappelle que c'est un partage d'expérience, pas un conseil en investissement. Et en plus, avec le
le dénouement, on voit bien que ça peut pas être un conseiller en investissement, clairement. Non, c'est ça. Faites très attention. C'est votre argent, c'est votre responsabilité. Là, en l'occurrence, Julien en a fait les frais quand même un petit peu, beaucoup. donc voilà, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, partager et même réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des anecdotes comme ça aussi pendant le bull run et si vous avez perdu ou gagné beaucoup d'argent, pourquoi pas? On va faire un club là. Ouais, c'est ça. Merci encore, merci les gars et on se retrouve pour un prochain épisode. À très vite dans votre poche. Merci, à bientôt.